Elle le prend en compte de deux façons. D'abord, la diplomatie, ça n'est pas la politique étrangère, et la politique étrangère, évidemment, elle évolue en fonction du vote des électeurs, des citoyens d'un pays. Et même dans les régimes autoritaires, on voit bien que les autorités politiques tiennent compte de ce qu'elles comprennent du sentiment qui parcourt leur opinion publique dans la conduite de leur politique étrangère. Un des exemples récents les plus frappants, c'est la façon dont la politique étrangère britannique a complètement changé suite au référendum sur le Brexit, ou la façon dont la politique américaine a complètement changé suite à l'élection de Donald Trump, et puis à nouveau suite à l'élection de Biden. Donc là, forcément, la diplomatie, ça a des conséquences. La diplomatie qui est en quelque sorte l'art de mettre en œuvre, de préparer et d'exécuter la politique étrangère, évidemment, elle s'adapte à ça. Mais plus profondément, en termes de méthode, en termes de à qui on parle pas simplement de diplomate à diplomate ou de gouvernement à gouvernement, on essaye d'aller voir à la fois dans la société du pays où on travaille et puis aussi dans la société du pays pour lequel on travaille, d'aller voir d'autres acteurs, des entreprises, des collectivités locales, des ONG, des experts, des scientifiques, et de se nourrir de ce travail et d'avoir une meilleure perception, pas juste de l'opinion, mais aussi de l'action des entreprises, des initiatives, des attentes des sociétés civiles de ces différents pays avec lesquels on est en relation. Donc cette exigence de transparence et de redevabilité, elle est évidemment conforme à la nature de la démocratie, et donc en tant que telle, elle ne peut pas être une menace pour la diplomatie des États démocratiques. La diplomatie des États démocratiques a besoin que la population, l'opinion, ait confiance dans le fait que la diplomatie correspond à des objectifs qui sont les objectifs fixés par le peuple souverain et par ses représentants. La difficulté vient du fait que, d'une part, sur les réseaux sociaux, il y a aussi d'autres choses que cette exigence de transparence et de redevabilité. Il y a de l'information erronée, de façon plus ou moins délibérée, il y a des entreprises d'influence, il y a des tentatives de polarisation ou de confusion du débat qui peuvent compliquer les choses. Et par ailleurs, l'autre difficulté vient du fait que cette exigence, elle est sur des réseaux sociaux qui fonctionnent pas de la même manière dans tous les pays du monde. Et donc, on voit bien comment un certain nombre de pays utilisent les réseaux sociaux dans les démocraties, ce qu'on appelle les sociétés ouvertes, les endroits où il y a du débat public et un blocage de l'accès à ces espaces publics limité, et que ces pays utilisent ça pour faire valoir des points de vue, des idées, ou simplement chercher à influencer des sociétés ou des courants d'opinion, alors que dans leur propre pays, il n'y a pas la possibilité d'accéder ainsi à l'espace public. Les réseaux sociaux sont contrôlés, et je dis les réseaux sociaux, mais on pourrait aussi penser aux think tanks, aux travaux universitaires, à la recherche scientifique ou à la presse. Alors, je disais tout à l'heure, la diplomatie doit, en plus de ce qui est sa mission, qui est de travailler, sa mission historique, qui est de travailler avec d'autres diplomates, de favoriser les liens entre les États, entre les gouvernements, la diplomatie, elle doit s'adapter justement en ouvrant le cercle des contacts qu'elle cherche à avoir et en s'adressant à un nombre croissant d'acteurs de plus en plus divers. Ça, c'est vraiment une des adaptations les plus importantes de cette fabrique nationale de la diplomatie. On le fait aussi en changeant les méthodes et les outils, par exemple en utilisant aussi, nous, les réseaux sociaux, mais on le fait encore en créant de nouveaux outils ou de nouveaux espaces. Je peux penser par exemple au nouveau sommet Afrique-France qui aura lieu début octobre à Montpellier. Les sommets entre les dirigeants africains et les dirigeants français sont désormais une tradition bien établie, mais ce nouveau sommet, celui de Montpellier, est un sommet qui justement ne se fera pas entre dirigeants, mais se fera avec les sociétés civiles africaines qui sont invitées plutôt que les chefs d'État et de gouvernement, et avec l'idée que la société civile française elle-même fera partie de cette discussion. Un autre exemple, le Forum de Paris sur la paix, qui tiendra sa 4e édition en novembre prochain et qui est un endroit où on cherche à réunir non seulement des représentants des gouvernements ou des organisations internationales, mais aussi des représentants
des grandes fondations, des entreprises, des ONG, des collectivités locales, mais aussi des experts, des scientifiques. On voit que les scientifiques sont de plus en plus impliqués dans une partie du débat international. On l'a vu avec le GIEC sur le climat, on le voit aujourd'hui sur la biodiversité ou encore sur l'intelligence artificielle. Et donc d'amener ces différents experts, les ingénieurs, les scientifiques, les différents acteurs publics ou privés de l'actualité internationale pour avoir une mobilisation de l'ensemble des différents types de parties prenantes, d'acteurs qui peuvent permettre de trouver des solutions, par exemple à la lutte contre les manipulations de l'information, par exemple à la cybersécurité, ou encore, c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup d'efforts récemment, sur les questions de santé publique internationale, puisque justement on a essayé de faire en sorte que puissent se réunir des gens qui travaillent à la fois sur la santé publique, mais aussi sur la santé animale et sur la biodiversité, pour mettre ensemble des gens qui jusque-là travaillent de façon séparée et les aider à avoir une vision transversale, puisqu'on sait qu'un des risques de pandémie à venir est lié justement aux interactions entre ces trois sujets, biodiversité, santé animale et santé publique.